bien lancé le film. J'ai travaillé sur le projet de transformation du quartier depuis 2004, sur un premier projet dit ANRU, c'est-à-dire financé par l'État, pour la transformation du plateau de Haye. On a travaillé à l'échelle du plateau tout entier pour faire venir la forêt jusqu'au cœur du quartier, démolir des bâtiments, réhabiliter un certain nombre de bâtiments sociaux et puis construire de nouveaux bâtiments aidés ou sociaux. Et au terme de ce projet, au bout d'une quinzaine d'années, il y a eu la deuxième possibilité de financement via l'ANRU. Et donc on a essayé de comprendre qu'est-ce qui pourrait être fait à la suite du premier projet de transformation du quartier. Et si le premier projet a porté essentiellement sur la transformation de la ville dans son ensemble et du rapport du plateau avec les avoisinants, il y avait un problème qui restait un peu inaccompli, qui était les deux grandes barres du Tilleul et du Cèdre. Donc ces barres ont été construites en 1962 par un architecte qui s'appelle Bernard Zerfus. Elles ont des qualités, c'est-à-dire que c'est des bâtiments assez étroits, avec des appartements traversants, avec des grandes baies vitrées ouvertes vers le sud. La vue jusqu'à l'horizon, on domine Nancy, et puis quand il fait beau, on voit jusqu'à l'horizon des Vosges, etc. Donc on est vraiment dans où on a la vue sur les coteaux, enfin on est vraiment dans une situation assez enviable d'un certain point de vue. Et donc on a proposé de donner encore plus de qualité à ces bâtiments et à ces logements, de façon à ce qu'ils aient les qualités de logements neufs, avec des très grands balcons de plus de 3 mètres, 3 mètres 50, qui permettent de se tenir dehors et de déjeuner ou avec une cuisine ramenée sur la façade sud à côté du séjour, des logements accessibles avec aux personnes à mobilité réduite, les ascenseurs desservant chaque palier. On réemploie des bâtiments existants. On prend le parti de ne pas les démolir, ce qui est déjà dans l'économie du projet en termes de... Enfin, on tire avantage d'investissements qui ont été consentis dans les années 60 pour leur donner une valeur aujourd'hui. Au lieu de démolir ces barres, on les transforme. Donc on les démolit partiellement et on les transforme à partir de ce qu'elles sont. Donc déjà, le projet est un projet qui se sert du patrimoine existant pour lui donner une nouvelle vie en quelque sorte. Donc déjà, de ce point de vue-là, le réemploi est inscrit dans l'ADN du projet. Vous voulez pas aller carrément avec la lumière dans le jardin? Ce projet qui est un projet d'envergure pour l'OMH du Grand Nancy, qui est vraiment un projet phare, qui est sur un ordre de grandeur, on est sur 1254 logements répartis sur 2 bâtiments qui font environ 700 mètres linéaires. Vous avez un bâtiment de R+13 et un bâtiment de R+15. L'objectif, en fait, c'est d'arriver sur des bâtiments où on va déconstruire une partie de bâtiment pour ouvrir ces bâtiments. C'est-à-dire qu'on va garder 3 entrées, on en démolit 3, on en garde 3, pour vraiment ouvrir ces bâtiments. Sur l'ensemble des 2 barres, vous avez 424 logements qui vont être déconstruits et 715 logements qui vont être totalement réhabilités, qui vont permettre de rechanger l'intégralité de la granulométrie des bâtiments, à savoir les grosses typologies sur les parties basses. Plus on monte, plus on a des petites typologies. Vous avez environ une 50aine de types de logements différents, avec des petites variations. En rez-de-chaussée de ces bâtiments, nous allons garder un socle qui sera composé des associations sur le rez-de-chaussée, sur le R+1 des locaux d'activité, pour permettre vraiment en fait une mixité d'usage sur ce bâtiment, qui permet d'avoir une mixité de population dans nos logements et une mixité d'usage sur le quartier. Le confort de ce projet, c'est son ampleur. Parce qu'en fait là vous avez quelque chose qui est
sur 5 ans, sur 1000 logements. Donc en termes de quantité de réemploi, c'est énorme. En termes de quantité de réemploi, vous avez quand même près de 5000 km de garde-corps, vous avez 2000 châssis PVC, vous avez 3000 pièces de robinetterie. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Et comme nous, on est également à la fois producteur de la ressource et consommateur, c'est-à-dire que ça permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu en circuit fermé, qui permet en plus de donner vie. On est le client. Donc voilà, on a la maîtrise vraiment de l'ensemble du process. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce projet. On a réalisé le diagnostic d'opportunité pour l'OMH au sein de ces bâtiments en 3 étapes. Première étape, on a fait des visites en fait, des différents logements, des différentes typologies de logements pour en fait, prendre conscience des opportunités en termes de matériaux et de produits à l'intérieur de chaque logement qui permettent tout simplement d'établir une liste, un catalogue d'opportunités, de réemploi sur le projet mais aussi à l'extérieur du projet. Pour cela, en fait, on a listé tous les produits, tous les matériaux avec leurs dimensions, leur constitution, leur niveau de qualité. Ensuite, on a réalisé vraiment le catalogue en lui-même pour archiver et présenter ces produits et matériaux aux différents partenaires. Et puis, une troisième étape, eh bien, ça a été les échanges avec la maîtrise d'œuvre pour tout simplement trouver des solutions de réemploi des produits ou des matériaux à l'intérieur du projet. Il y a une quatrième étape qui est aussi, elle va arriver un petit peu plus tard, qui va être de rechercher des partenaires à l'extérieur du projet, d'autres acteurs locaux autour du site, pour chercher finalement des clients à ces produits ou à ces matériaux à l'extérieur du projet. Voilà un exemple de produit qui peut être démonté et qui va être réemployé sur site. Il s'agit d'une grande baie vitrée du bâtiment pour laquelle on a pris les mesures, on a étudié au travers d'un chantier test la capacité et la faisabilité de démontage en toute sécurité et en conservant les caractéristiques techniques de cette grande baie vitrée pour pouvoir être réemployée dans le futur projet. D'autres éléments constructifs comme par exemple les barrières de protection de la rambarde du balcon ou les cloisons de séparation entre par exemple les appartements sont aussi étudiés et par exemple nous cherchons encore des filières pour réemployer ou réutiliser ces produits dans le futur projet ou dans d'autres projets à proximité. Nous voyons donc l'ancien centre commercial des Tamaris, qui était vraiment le poumon économique du quartier à ses débuts, qui sera utilisé pour la base de vie pendant le chantier et également pour le lieu de stockage et de réemploi pour la maison du réemploi qui sera en sous-sol dans une ancienne supérette sur près de 1000 m². Donc l'intérêt c'est réellement de redonner vie à ce lieu pendant le chantier et après au-delà avec d'autres projets portés par la métropole du Grand Nancy. Là on retrouve toute la grande esplanade avec toutes les anciennes cellules commerciales et donc une grande partie de cette zone va être utilisée pour faire la base vie du chantier. Donc même sur les bâtiments existants on fait du réemploi, on réemploie les vieux bâtiments abandonnés pour en faire une base vie le temps du chantier et donc une partie aussi pour faire l'interface avec la maison du réemploi. Là ici, ce local, il faut imaginer, c'est la future maison du réemploi, avec une zone de remise en état des matériaux, une zone de nettoyage et une zone d'accueil et d'accueil du public pour un magasin. On réemploie jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on réemploie le local qui était lui-même un magasin avant. Et donc là, l'espace-là, il est vraiment pour être accessible au public, pour du privé et pour le chantier. Il y a vraiment une partie, on va dire typiquement, voilà, l'entreprise qui aura le lot plomberie viendra chercher ses robinets comme s'il allait chez un grossiste professionnel. Ce qu'on va commencer à démonter dans un premier bâtiment, une fois qu'on a fini, on attaquera le curage. Pendant qu'ils font le curage du premier bâtiment, on attaquera le démontage de la deuxième tranche. Et une fois comme ça, on va continuer d'avancer pour que tout se fasse en temps masqué. Il y a aussi une optimisation du temps, du travail, et pour avancer le plus vite possible le chantier et tenir les délais. Et ce séquençage-là, c'est ça qui fait aussi un point important du projet, qui va permettre d'alimenter au fur et à mesure la maison du réemploi et de valoriser et d'éviter un maximum de déchets. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'objectif il est là. On a aujourd'hui de plus en plus une problématique sur la gestion des déchets et l'élimination des déchets, et qu'aujourd'hui, nos centres d'enfouissement arrivent à saturation, les incinérateurs sont à saturation, donc il faut qu'on évite de produire des déchets. Et le but du réemploi, il est là. Il est de dire,
On ne produit plus des déchets, on produit des produits d'occasion, des matériaux d'occasion de seconde main qui évitent tous ces déchets-là. Et la finalité pour nous aussi, c'est à la fin de produire un bilan qui va nous permettre de dire finalement, grâce au réemploi, on a évité X tonnes de déchets en enfouissement ou en incinération. Le réemploi a demandé vraiment une démarche dès le début du projet, donc avec une AMO qui est Agir Environnement, qui nous a permis de faire un catalogue de tous les matériaux susceptibles d'être réemployés dans le projet ou ailleurs. Suite à ça, on va avoir un lot qui va permettre la dépose de ces objets, la remise en état, le conditionnement, pour après ensuite une mise à disposition des entreprises pour le chantier dans le cadre de la réhabilitation pour l'OMH, ou également une mise à disposition des particuliers pour de l'auto-réhabilitation, ou également avec des autres partenaires pour de la remise en état, par exemple, qui pourrait être le Crous ou d'autres collectivités. Ce qu'on a fait également, on a essayé de tester et de valider ce réemploi, donc avec des chantiers tests, donc pour de la dépose, pour voir des temps de tâche, pour voir l'état des matériaux. Et pour couronner le tout, on va réaliser donc une maquette de logement à échelle 1 pour permettre de tester les matériaux en réemploi et également pour permettre aussi aux institutions et aux habitants du quartier de visualiser en fait quel va être le logement de demain et typiquement créer cet effet waouh sur un logement qui donne sur une vue sur Nancy avec une terrasse plein sud. Le réemploi est pour l'instant une technique non courante. Dans cette opération, qui est justement démonstrative dans ce sens-là, on réutilise les fenêtres des parties démolies ou des parties déconstruites dans les parties rajoutées. Par exemple, on voit ici, on a deux châssis. Et dans notre partie, donc le châssis de gauche est conservé et le châssis de droite est retiré pour faire la nouvelle cuisine et il est rajouté sur cette partie-là de la cuisine. Il se trouve que ces menuiseries ont été changées il y a une quinzaine d'années, donc on a toutes leurs caractéristiques en isolation thermique, en isolation acoustique, qui n'ont pas changé, sauf si elles sont détériorées. Si les menuiseries sont restées dans leur état, elles peuvent être réemployées. Donc le contrôleur technique va déjà vérifier que le démontage est bien fait, qu'on ne détériore pas les menuiseries. Ensuite, il va vérifier que le système de pose est identique au système existant. L'entreprise qui va intervenir pour la pose de ces fenêtres, elle a les fenêtres qui sont fournies par le maître d'ouvrage, comme quand elle installe des fenêtres neuves, des fenêtres qui sont fournies par le fabricant avec les garanties. Donc les garanties de la fenêtre en elle-même ne sont pas à la charge de l'entreprise de pose. Elle, sa garantie décennale concerne la pose. Et donc le bureau de contrôle va avoir des vérifications importantes sur la mise en œuvre de ces fenêtres-là pour pouvoir justifier qu'elles sont données un avis favorable à la fin de sa mission. Dans le démontage de l'appartement, on démonte et on ne jette pas tous les appareils sanitaires. C'est un lavabo de réemploi. Ça ne se voit pas, personne ne le verra. Et c'est quelque chose qui, avant, allait à la poubelle et maintenant fait partie de l'économie circulaire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la crise qu'on vient de traverser de la pandémie crée aussi une crise sur les matières premières, sur la fourniture. Et en fait, ce qui était un peu, sujet à discussion sur l'intérêt de la démarche d'un point de vue strictement économique, devient maintenant tout à fait intéressant.
Parce qu'on comprend bien que le fait de récupérer les garde-corps, de récupérer les fenêtres, de réemployer les matériaux, est une garantie pour maîtriser au fond les coûts, y compris les coûts de fourniture. Et donc ça a un tas d'avantages, quoi. C'est-à-dire que souvent on s'intéresse au circuit court, et on a raison de le faire, et là véritablement on est dans une démarche qui favorise le circuit court. Même si les fenêtres en PVC ne sont pas les plus vertueuses d'un point de vue environnemental, dans l'absolu, sauf qu'en l'occurrence, le fait de réemployer ces fenêtres, de leur donner une nouvelle vie, eh bien alors ça devient intéressant. En tout cas, c'est plus intéressant que de les démonter et de les mettre au rebut, quoi, voire de les jeter. Enfin, donc ça veut dire que c'est vraiment, d'autant plus qu'on a des quantités considérables, puisque les garde-corps, c'est plusieurs kilomètres. Les fenêtres, c'est l'équivalent de 3 ou 4 terrains de football. Enfin, on est dans des quantités phénoménales, quoi. Donc on récupère tout, on réemploie et on se sert des qualités de ces bâtiments pour leur donner une nouvelle vie. Et ça, je trouve que ça n'a pas été évident à faire partager. Et maintenant, tout le monde s'est approprié cette démarche et c'est ce qui est le plus intéressant. Merci beaucoup pour le film. Je n'ai pas cité Alexandre Chemetov, qui était une pierre, un élément très important, une pierre, c'est presque le cas de le dire, mais un élément très important du dispositif. Et d'ailleurs, il a participé à l'opération qu'on a vue précédemment à Strasbourg. Donc, bravo pour cette vision de la rénovation, de la réhabilitation, cette vision du faire revivre la ville. Sur le dernier projet, est-ce qu'on a des questions? Je regarde dans le chat. Non, enfin dans le chat, dans le template que j'ai reçu, je n'en ai pas. Moi, j'en ai une. On a bien compris que il y avait une démarche environnementale très intéressante, une démarche économique aussi, avec toute l'économie qui a été réalisée sur les matériaux. Socialement, comment le projet a-t-il été accepté? Peut-être pour Mathieu. Socialement, voilà, c'est un peu particulier parce que c'est des bâtiments qu'on vide complètement. C'est-à-dire que là, on avait 1200 logements, là, on est en train de faire tout un relogement. Après, surtout, c'est que l'approche, c'était vraiment écologique et intellectuelle avant tout. C'est-à-dire que là, on a fait une réhabilitation il y a une dizaine d'années. Voilà, intellectuellement, on ne pouvait pas mettre ça à la poubelle. Et effectivement, ça permet cet aspect développement durable. Ça permet aussi de montrer aux habitants qui habitent ce quartier, c'est le bâtiment depuis des années, de dire écoutez, voilà, oui, on le démolit. Par contre, c'était quand même encore en bon état. Donc, on va garder tout ce qu'on peut. L'idée, c'est pas de casser pour casser. C'est de dire voilà, il y a une base qui est là, les locataires partent, d'autres viendront. Il y a aussi une approche sociale dans le réemploi, c'est que nous, là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un lot dédié, donc au niveau de la consultation, pour un lot dédié réservé à des entreprises d'insertion pour porter la dépose, la remise en état de ces produits-là. Donc là, voilà, c'est comme on le met dans le film, c'est-à-dire que voilà, on est à la fois producteur du gisement, on est consommateur et en même temps, on essaye d'utiliser au travers le réemploi, de donner du travail aux habitants du quartier, quoi. Donc de donner aussi cette dimension sociale. On est vraiment, c'est des produits du site qui seront remis en état sur site, déposés par des habitants du site. Là, je pense qu'en bilan carbone, là, on est pas mal, on est plutôt pas mal. Démarche globale. Voilà. Ok, alors j'ai découvert des questions qui sont plus en lien avec les deux projets précédents. Est-ce qu'on a le temps de les passer? Oui, un petit peu, on a un petit peu de temps.
Donc, je vais revenir sur le template. Alors là, je pense que ça concerne plutôt le premier projet. Donc, le projet lillois, où on a parlé un peu, alors oui, c'est Bouygues qui nous a parlé un peu de réversibilité. Donc, la question, c'est bonjour, quel surcoût pour aménager un bâtiment en réversible, pour que le bâtiment devienne réversible? Quel est le surcoût? Donc là, la question est à poser à Johanna. Johanna a dû nous quitter, donc Et Johanna a dû nous quitter. J'imagine qu'il faut raisonner un coût global, en fait, sur la réversibilité. Se dire qu'il y a peut-être un investissement conséquent à faire au départ pour imaginer que le bâtiment puisse devenir réversible et puisse avoir plusieurs vies. du coup, j'ai pas les chiffres. Je ne vais pas pouvoir répondre à sa place, mais effectivement, il y a des dispositifs à mettre en œuvre qui génèrent un surcoût. Maintenant, effectivement, dans la vie globale, dans la vie globale du bâtiment, ça peut être source d'économie. C'est un pari sur l'avenir, c'est sûr. C'est un pari sur l'avenir, c'est ça, hein. Mais bon, quand on parle d'écologie et quand on se donne un horizon 2050, on se fixe bien un horizon. Enfin, on parie sur. Enfin, on parie. Voilà, je vais prendre un autre exemple. À l'avenir, hein. Je vais prendre un exemple, le parking. Si on fait un parking qui n'est pas à 2,05 m sous plafond et un parking qui peut être transformé en bureau demain ou en logement, hein, voilà. Il y a des exemples aujourd'hui qui existent là-dessus. Bah, ça veut dire des parkings qui sont plus hauts sous plafond, 2,50 m, voire jusqu'à 3 mètres. Donc, c'est nécessairement un surcoût puisqu'on construit un bâtiment dans lequel il y a plus de matière et qui est plus haut. Mais bien évidemment, faire le pari d'une évolution sensible des mobilités dans les prochaines années, ce n'est pas un mauvais pari. Ça permet de ne pas démolir. Tout à fait. Ok. J'ai une autre question pour vous. Je crois que ça concerne le plancher. Alors, que je la retrouve. Oui. Pouvez-vous repréciser pourquoi vous n'avez pas conservé le parquet en 100% chêne? Quel est l'intérêt de le recoller sur du pain? Et qu'avez-vous fait des résidus de chêne? Il y a eu des chutes, hein, enfin, il y a eu un peu de casse quand on a décloué les lames de parquet. Donc, effectivement, ce qui est parti, ce qui était, donc il y a eu 10 à 20% de casse, on va dire, et ça, c'est parti en valorisation énergétique bois. Il y avait pas, on n'a pas essayé de travailler là-dessus. On aurait pu, peut-être, oui, effectivement. Et pourquoi, alors, pourquoi le projet de Tarkett est interpellant, en tout cas, dans le fait de redécouper le chêne dans l'épaisseur, c'est que le chêne est un arbre qui pousse lentement, ce n'est pas le cas du pin, c'est pour ça que le pin est économiquement plus intéressant. Mais le chêne donc, est un matériau précieux et le redécouper dans la masse, c'est de garder le chêne que en surface pour valoriser cette matière qui est noble. D'accord. Alors, autre question. Je crois que cette fois-ci, ça concerne plutôt Strasbourg et la COP. Donc, c'est pour Karim, la question. Il est encore là, Karim? Oui. Oui, il est là. Qu'en est-il de la valorisation de matériaux en réemploi dans les différents aménagements du quartier de la COP? Comme dit, le réemploi des matériaux, pour qu'il y ait réemploi du matériau, il faut qu'il y ait démolition. Et finalement, toute la particularité du projet de la COP, ça a été de réduire la démolition à une partie congrue, en fait. Mais tellement congrue qu'en fait, ça ne fait pas de sens de parler de ça sur le site de la COP. Je dirais finalement, en termes de réemploi de matériaux, ce qu'on a réemployé en quantité notable, c'était les pavés qu'on a récupérés de la part de la collectivité d'une autre rue et qu'on a repositionné sur la place de la virgule, parce qu'on n'a pas eu suffisamment de démolition ou de déconstruction pour pouvoir réemployer ces matériaux hors site. Et c'est un peu même tout le sens du propos en disant, et c'est ce qui illustre également le projet du plateau du Haut-du-Lièvre, à mon sens, hein, le meilleur réemploi, c'est le réemploi in situ, parce que c'est celui où, à quelque part, le cadre normatif
et le plus tolérant et le plus bienveillant. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Donc merci à tous Juste, pour... juste, oui. juste 2 secondes, en fait, juste pour revenir, parce que c'est vrai que souvent on parle de notion d'économie circulaire, on a toujours ce mot à la bouche, effectivement, d'économie, donc c'est que l'intérêt, il faut que tout le monde y trouve son compte. Par contre, en tout cas, nous, clairement, quand au début, on s'est dit qu'on allait faire du réemploi, euh, la première idée, ça n'a pas été du tout de se dire, voilà, ça va être rentable. C'était déjà de se dire, voilà, finalement, à un moment, on est en 2021, on a un futur qui est changeant quand même. Je pense qu'en termes de nouvelle génération, tout le monde s'inquiète un petit peu des années qui viennent et que au-delà de l'aspect économique basique, entre guillemets, qui est super important, hein, sans ça, rien ne va, c'était aussi un petit peu de nous, de notre devoir sociétal, d'impacter quand même à un moment ce développement durable et d'être aussi voilà, moteur et de se dire finalement qu'est-ce qui est important. Oui, c'est de gagner de l'argent, mais c'est aussi très important d'éviter des déchets, de réduire une empreinte carbone et d'essayer de faire quelque chose de positif en sortant du fait de se dire voilà, en un, c'est rentable, je gagne de l'argent, en deux, si c'est bien, tant mieux. L'idée, ça a été plutôt de se dire on ne va pas faire du greenwashing, on va plutôt essayer de faire quelque chose de bien. Et en plus, si derrière, ben, voilà, ça nous est profitable, ben, c'est top. Mais en un, c'était de se dire, voilà, quoi, intellectuellement, et puis en termes de, voilà, nous, on a un bailleur social métropolitain, et pour nous, c'était essentiel et vraiment important d'avoir cette approche beaucoup plus développement durable et positive qu'économique. Voilà. Donc, je pense que peut-être C'est que peut-être la recherche d'un équilibre entre chacun de ces leviers-là qu'il faut tout à fait. trouver, oui, voilà. Oui, Il faut Peut-être bien en équilibrer la complément. dimension économique, sociale et environnementale. oui. En complément, si vous permettez, de M. Collot, la démarche initiale de l'OMH, elle était vraiment aussi d'être un booster comment dire, faire bouger l'inertie en fait autour de la thématique de l'économie circulaire, de par la taille du projet, de se dire si nous on ne se lance pas dans ce type de vocation à intégrer l'économie circulaire, à intégrer une démarche durable, et finalement qui peut se lancer là-dedans si nous on ne peut pas y aller avec l'échelle du projet, sa taille, les enjeux, etc. Et donc d'être un petit peu celui qui allait provoquer la rupture et de mettre quelque chose en mouvement. Et ce quelque chose, derrière, il est aussi, et ça fait partie, je pense, des axes de réussite d'un projet d'économie circulaire, d'amener d'autres acteurs, publics ou privés, autour du projet qui vont faire un effet quelque part boule de neige. À un moment donné, il faut que quelqu'un lance la première boule. Et l'OMH, de par sa position et de son importance, finalement, c'est cette première boule qui doit avoir un effet d'entraînement et d'agréger d'autres projets, d'autres acteurs autour de l'économie circulaire sur le bassin du Grand Nancy. Donc vous êtes en train de dire que ça fait des petits et que d'autres projets... Ouais, on a déjà d'autres projets qui se sont montrés intéressés autour du plateau de Haye. On travaille avec des privés et des publics qui aujourd'hui ont dit, ben, nous, on a des projets de construction, mais dedans, ben, on veut mettre du réemploi. Et nous, on va avoir besoin de produits de réemploi à intégrer dans nos projets. Et donc, ben, ils vont s'agréger autour du projet, alors dans des quantités bien moins importantes que bien sûr l'OMH, mais qui sont intéressés à récupérer certains éléments, qui sont demandeurs de ces produits d'occasion pour les intégrer dans ces produits et dans ces bâtiments qui sont neufs. Hein. Il y a des projets neufs qui vont sortir, c'est pas que de la réno, il y a aussi du neuf. Et tous les acteurs aujourd'hui sont intéressés par ce réemploi parce que, au-delà des aspects, on en a parlé, hein, c'est vrai que nous, on est parti depuis quand même plusieurs années dans ce projet-là, avant la crise, mais la crise a eu un effet accélérateur par rapport à ses besoins. On a parlé, voilà, nous, on est parti pas pour des raisons économiques, mais l'économie nous a rattrapés et nous dit, mais finalement, vous avez quelque part eu raison, parce que en termes de coûts, l'augmentation des coûts, en termes de disponibilité aussi, nos produits vont être quasiment immédiatement disponibles. Quand on sait qu'on a des délais aujourd'hui sur lesquels on n'a aucune visibilité sur certains produits, eh bien, finalement, le réemploi prend une autre dimension et s'accélère grâce à ça. Mais ce n'était pas la vocation première, comme l'a souligné M. Collot. C'était vraiment de casser cette inertie et de créer du mouvement. Créer du mouvement. Alors je crois qu'on l'a bien vu à travers les 3 projets. Il y a la notion de dialogue entre les différents acteurs, la notion de partenariat
entre plusieurs acteurs qui est assez fondamentale aussi pour réussir un projet d'économie circulaire. Complètement, complètement. Là-dessus, alors on l'a vu déjà un petit peu au travers des différents acteurs, déjà dans un cadre de projet. Déjà, la communication en interne, c'est important, et la communication en externe avec tous les relais de communication. Et c'est aussi pour ça un petit peu qu'on est là aujourd'hui. C'est pour refaire cet effet encore une fois, de boule de neige et que d'autres s'impliquent dans le projet. Mais par exemple, on a aussi travaillé avec des associations locales aux alentours pour essayer de voir comment elles pouvaient intégrer. Les alerter sur justement les besoins en termes de. M. Collot parlait tout à l'heure de l'eau réservée aux associations pour l'insertion sociale par le travail. Voilà, pour leur dire aussi que là, il y avait un gisement. Au-delà des obligations bassement réglementaires, il y a de vraies ambitions en nombre d'heures de réinsertion et puis aussi des habitants, parce que c'est un secteur. On peut développer aussi l'emploi grâce à ce type d'outils. Donc, c'est vraiment du gagnant, 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 économiquement, environnementalement et socialement. C'est vrai que l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire sont souvent très liées et ça se vérifie dans le monde du bâtiment. Donc, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, et ça va même plus loin parce qu'aujourd'hui, vous savez que le monde du bâtiment, on est en recherche de collaborateurs, enfin de compagnons sur les chantiers, on est en manque de compagnons. Et le fait de pouvoir aussi fournir un chantier de cette ampleur-là à des gens en réinsertion, c'est de les faire monter en compétences pour que demain, ils puissent transférer vers les entreprises dites classiques du monde de la construction pour fournir des compagnons aux entreprises qui sont en demande. Donc, c'est vraiment d'être dans un cercle vertueux avec tous les partenaires. Monsieur Collot. Ouais. Juste ce que je disais tout à l'heure pour le projet de Bouygues sur l'île, c'était super parce qu'ils faisaient tout. Donc, là, voilà, j'avoue que nous, sur notre projet, comme vous avez vu, il y a Alexandre Chemetov, il y a un maître d'œuvre, il y a un bureau de contrôle, il y a une AMO. Et c'est vrai que la mine de rien, malgré tout, même si on est tous très différents, en fait, ça fonctionne tous très bien. Et effectivement, le fait d'être accompagné, et clairement, je pense que M. Brun peut le dire, par un bureau de contrôle, parce que voilà, cette question d'assurabilité, elle est toujours là, et d'avoir un bureau de contrôle qui soutient, qui vraiment nous appuie dans cette démarche, nous enlève quand même pas mal d'épines du pied. Très bien. Je crois que ce sera le mot. Je rebondis. Alors, donc. je prends une dernière remarque de Monsieur Brun. Oui, je rebondis. Donc, le bureau de contrôle. En fait, en ce moment, on défriche le nouveau système de réemploi et on se débrouille un peu comme on peut. Et les bureaux de contrôle sont en train de réfléchir et en particulier BTP. Le contrôleur technique, normalement, ne fera que contrôler ce qui est réemployé. Et il y a une nouvelle fonction qui va se créer pour caractériser les matériaux avant leur réemploi. Entre l'AMO, la maîtrise d'œuvre et puis le contrôle technique, les organismes créent une mission de caractérisation du réemploi qui permettra de faire les essais, les diagnostics qu'il faut, les comparaisons pour pouvoir fournir au chantier quelque chose qui est prêt à l'emploi. Bien. Bon, je crois qu'il va être temps de clôturer cette table ronde. Donc, merci à tous pour votre participation. Je pense qu'à travers vos témoignages, on a quand même bien répondu à la question qui est posée qui a été posée par les organisateurs de ce 9e Congrès international du bâtiment durable. La question, c'était « to build or not to build ». Donc là, je crois qu'avec l'économie circulaire, on a quand même une bonne réponse et une réponse qui va quelque part au-delà de notre secteur et du secteur de la construction. On est dans une approche aussi, on l'a vu quand même tout à l'heure, dans une approche sociale assez forte liée à la culture ou à l'histoire d'une ville et aussi liée tout simplement à l'emploi
et potentiellement à la montée en compétences du secteur sur la notion justement de reconstruction de la ville sur la ville et du réemploi des matériaux et de tout ce qui est lié au réemploi, au recyclage et au fait de reprendre un site et de refaire avec ce qui existe sur ce site-là. Et ça aussi, ça participe quelque part socialement ça fait progresser socialement le secteur. Donc, je vous remercie à tous, bon congrès, et puis à très bientôt. Merci beaucoup.